Aujourd'hui, on est le 15 avril 2025. La restauration de ma E30 à 1000 € a démarré il y a 3 mois. Il me reste seulement 2 semaines pour la terminer à 100%. Mais elle a plus de moteur, plus de train roulant, plus d'intérieur et plus d'ouvrant. Et le pire dans tout ça, c'est que la voiture elle est déjà vendue et payée. Le mec attend la livraison pendant 2 semaines pile. Et si je suis en retard, il y a 99% de chances qu'il annule tout et exige un remboursement. Sauf que moi, j'ai déjà cramé tout cet argent dans la réparation de la voiture. Autrement dit, si je rate la deadline, je suis littéralement à la rue. Et toi, elle avance pas. Donc voilà, je dors pas très bien. Mais attends, pour comprendre comment j'en suis arrivé là, reprenons l'histoire depuis le début. Voici le chemin qui m'a mené à la faillite. Le 5 janvier, je dépose la voiture chez le carrossier pour la restaurer et la revendre avec un bénéfice. Mon but, lancer un business qui me tient vraiment à cœur. Alors je fais le dernier check-up sous la voiture avant de l'emmener chez le carrossier. Comme vous venez de le voir, je viens de monter la voiture sur les petits tréteaux, enfin la petite rampe, et j'ai déjà fait un petit peu le tour, je vous mens pas, donc il n'y a aucune fuite d'huile en dessus. J'ai les 2 cylindres de triangle ici qui sont morts, j'ai un petit peu de corrosion ici, et mon silencieux qui est troué ici. À part ça, le plancher il est ultra propre, il n'y a pas un pet de corrosion, il n'y a même pas de surface, il n'y a rien, c'est juste de la terre. J'ai un bloc de pont à faire évidemment. Ça tape un peu quand je passe les vitesses. Et il n'y a pas de rouille en dessous, elle est très très propre, je suis étonné même. Franchement, sur le dessous, elle a l'air propre, mais comme tu vas le voir, je suis à des années-lumière de la réalité. Spoiler alert, tu vas voir qu'en fait la voiture, elle est complètement morte. Allez, je prends direct le chemin du carrossier pour déposer la voiture. À ce moment-là, le carrossier commence à m'envoyer plein de messages, à me spammer, machin. Je me dis super, il bosse, il est en train de faire plein de trucs. On y va, je commande les pare-chocs, on les ramène, on les dépose au garage et il continue de bosser sur la voiture. Jusqu'au moment où je reçois ce message. Bon, là c'est la douche froide, très mauvaise nouvelle. Ma voiture est beaucoup plus rouillée que prévu, elle est totalement trouée. Quand on ouvre un petit peu la carrosserie, le métal en dessous, on se rend compte que c'est un vrai gruyère, il y a tout qui est mort. Le mec, on était à 1500 € de carrosserie, là, plus peinture à 250 balles. Il veut rajouter 1200 balles pour tout refaire. Ouais, le carrossier me dit qu'il faut rajouter 2500 € de travaux au prix initial qui était de 1500 €. Tout ça à cause de la rouille qu'il a découvert sur la voiture. À ce moment-là, pour moi, je me prends ça vraiment comme un coup de massue. Mais 2 heures plus tard, je fais écouter le même message à une amie ukrainienne et elle me dit « Tout va bien, gros soulagement, la traduction était mauvaise. En fait, c'est que pour 250 balles à rajouter, la traduction était mauvaise. Je suis soulagé. J'étais choqué par le prix, c'est un truc de fou. Là, ça va beaucoup mieux. Là. C'est 250 balles, c'est rien. Je suis content, trop content. Alors, on se met d'accord. Mais ce que je savais pas encore, c'est que ça là, c'était le premier petit bout d'une très très longue descente aux enfers. C'est le bout du pic de la sommet du bout du pic du sommet émergé de l'iceberg là. Ça va aller très vite dans les problèmes. Quelques jours plus tard, je décide de partir en France pour finir de travailler sur ma MX5, la terminer et enfin la vendre. J'ai environ 1 mois de boulot à faire et ça tombe à pic parce que le carrossier me dit qu'il reste 1 mois de boulot, donc je mets les deux ensemble, ça tombe super, ça glisse tout seul, je me casse en France. Je prends mon bus, le matin, j'arrive à Cracovie, je vais à l'aéroport, il doit être 14 h et petit à petit tous les vols s'annulent. Arrivé à 21 h, mon vol annulé, reporté au lendemain. Je prends un hôtel, je dors. Mais mardi matin, j'étais déjà censé être en France, mais en fait, hier, l'aéroport était fermé. Ça veut dire qu'en fait, à partir de 15 h, tous les vols étaient annulés à cause de la météo. Là, on voit pas trop, mais c'est hyper gelé. Je sais même pas exactement quelle est la cause météo. Et en fait, du coup, on était bloqué dans l'aéroport jusqu'à 23 h. Après, j'ai dû prendre taxi, hôtel. J'ai fini ici, je suis resté avec des gens, c'était super sympa d'ailleurs. On a bien discuté, c'était cool. Mais c'est quoi ce délire? Moi j'ai perdu une journée, par contre j'ai ultra bien dormi. Hier je me suis levé à 4 h du matin du coup pour arriver à l'aéroport pour être à l'heure. Et j'ai loupé l'avion, il est pas venu. Mais j'ai très bien dormi cette nuit, là je suis là à 10 h 30, le vol est reporté, je vais me filer aux France.
Ça y est, je suis enfin arrivé en France à destination. Enfin, après encore une galère, mais ça va, c'est une petite galère, vous allez voir. Restez patient, vous allez voir. J'ai envie de me foutre en l'air, La suite de l'histoire, j'en peux plus. Un mois plus tard, j'ai fini le boulot sur la MX5. D'ailleurs, depuis la MX5, elle est terminée, elle est à vendre, elle est en parfait état. Envoyez-moi un petit DM sur le Insta dans la description si vous êtes intéressé par la voiture. Pas de nouvelles du carrossier, je le relance. J'envoie des messages sur Viber. Donc je rentre pas en Ukraine, j'ai pas de nouvelles, je vais pas rentrer alors que peut-être la voiture n'est pas terminée, je sais pas, j'ai pas visa illimité, donc pour l'instant je reste en France tant que j'ai pas de nouvelles. Et plusieurs jours plus tard, d'un coup, je reçois 10 messages du carrossier. Dedans, il m'explique qu'en fait sa fille elle est malade, elle a failli mourir, et que ça fait un mois qu'il fait des allers-retours entre l'hôpital et chez lui, qu'il a pas bossé d'un millimètre sur la voiture, et qu'il y en a encore pour plusieurs mois. Moi, j'ai un budget qui est donné, j'ai pas argent illimité, faut que la voiture elle soit terminée, je peux pas, en fait, juste... J'ai pas plusieurs mois, j'ai pas. À ce moment-là, j'ai mis toutes mes économies dans ce projet, et en fait, c'est mon unique chance de lancer le business de mes rêves, en fait. À ce moment-là, j'ai déjà quasiment plus d'argent, et je suis à 2 doigts d'abandonner le projet. J'ai vraiment pensé à tout arrêter, et rentrer chez moi, au Monténégro. C'est à ce moment-là que j'ai un ami qui m'appelle. Au départ, un appel comme un autre, on prend des nouvelles, on discute, machin, jusqu'au moment où on vient à en parler de nos projets pro. Je lui explique donc que j'ai pour projet de créer une boîte de restauration automobile en Ukraine, tout en le documentant sur YouTube. Après plus d'1 heure de discussion, il finit par prendre la décision de commander ma 325i et de me la payer aujourd'hui. Il m'envoie 50% de la somme le jour même. À ce moment-là, c'est juste un miracle. 1 heure plus tôt, j'étais au bord de la faillite, prêt à abandonner, et maintenant il y a mon pote qui m'envoie l'argent dont j'ai besoin pour terminer la voiture. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il m'impose un délai de livraison. À ce moment-là, le délai de 2 mois, il me paraît raisonnable, et je me dis que ça va être plutôt facile à tenir. Je me suis lourdement trompé. À ce moment-là, je ne réalise pas du tout la conséquence qu'aura cet engagement et l'enfer dans lequel je venais de m'engager. Car si je suis hors délai, je dois le rembourser. Sauf que moi, je suis contraint d'utiliser son argent pour terminer la voiture, à cause de mon manque de budget. Alors si je rate ce délai, je vais littéralement finir à la rue. Alors je saute vite dans le prochain avion pour rentrer en Ukraine le plus rapidement possible, et seulement 2 jours plus tard, je suis de retour ici. Je vais direct au garage, et là, qu'est-ce que je vois? La voiture est encore plus démontée que prévu. Mais c'est pas tout, parce qu'il m'annonce qu'en plus de ça, il y a tellement plus de travail que ce qui était prévu. Les longerons sont bouffés, il y a des trous de rouille partout dans la caisse, tous les trains roulants sont morts, il y a absolument rien à récupérer sur la voiture. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il me reste déjà moins de 2 mois pour finir la voiture de A à Z. Je me dis que ça va passer, mais ça va être très serré en termes de timing. Et c'est justement là, à ce moment-là, où la situation ne peut pas s'empirer, qui m'annonce que les trains roulants sont 100% morts. Amortisseur, cylindre bloc, tout est mort. Rouillé, tout est fini. Il me dit qu'il faut tout remplacer et surtout le faire avant la mise en peinture. Alors à ce moment-là, j'ai pas le choix. Si je veux respecter mes délais, je suis contraint de mettre la main à la pâte. Je m'engage donc à ce moment-là à venir moi-même démonter tous les trains roulants. Pendant ce temps-là, lui, de son côté, commande toutes les pièces nécessaires pour refaire mes trains roulants. À ce stade, je suis très inquiet. J'ai la sensation de toucher le fond, mais il y a toujours cette lueur d'espoir qui me dit que je vais me relever et ça va très bien se passer par la suite. Mais en réalité, non. Non. Cet élan d'espoir, j'aurais préféré ne jamais l'avoir, parce que ce qui arrive juste après... Là, je suis même pas à 30% de ma descente aux enfers. Encore plus de frais à faire, encore plus de temps à passer, avec cette faillite qui me pend au nez. À partir du lendemain, je passe tous mes jours à démonter tous les trains roulants. Train avant, train arrière, berceau, etc. Je démonte tout. Ensuite, je reçois mes pièces, et là, je commence à reprendre confiance. Je me dis, super, j'ai mes pièces, les trains roulants sont démontés, ça avance. On va tout remettre en place bien, sabler les trains, peindre, traiter sous la voiture, on remonte tout, et la voiture, tac, plus qu'une petite peinture, terminée. La voiture, il reste 1 mois et demi max. En plus de ça, à ce moment-là, mon carrossier il recrute un mec à 100% pour ma voiture. Pour qu'il vienne souder, découper les tôles pourries et souder des nouvelles tôles à la place des trous de rouille. Alors à ce moment-là, je reprends vraiment confiance et je me dis yes. Wouh!
Je me dis mais yes. D'ailleurs le mec qui est venu souder la voiture c'est un gars très particulier, faut que je vous en parle. Le mec qu'il a recruté c'est un mec depuis 3 ans, il a son petit Niva qu'il a restauré. Et il va faire la guerre, tirer sur des Russes un peu le week-end quand il s'ennuie. Et il m'a montré des photos, des machins, des vidéos de tout ça. Des cadavres cramés, des trucs. Le mec il te montre ça comme si de rien n'était, frère. Je pense que le cerveau, on n'est pas câblé pareil. Là il s'est passé des trucs que moi j'ai pas passé, que... Il s'est... C'est fort quand même, c'est quelque chose qui se passe quand même. Après ça, j'envoie tous les trains roulants chez un mécanicien qui a une presse hydraulique pour changer tous les cylindres blocs. Il me reste plus qu'à sabler et peindre les trains roulants pour finir ce chapitre et passer à la fin de la carrosserie. J'ai enfin le sourire qui se dessine sur mon visage. Jusqu'au bout de 3 jours où il n'y a plus aucune nouvelle du mec qui était venu souder ma voiture. Mon carrossier me dit qu'il a pris une limaille dans l'œil et qu'il est à l'hôpital. Ma voiture est à nouveau au point mort et plus rien n'avance d'1 millimètre. Tous les jours, mon carrossier me dit qu'il va se remettre au boulot et que les choses vont avancer. Mais 2 semaines plus tard, toujours aucun avancement sur la voiture. Rien ne se passe. Et toujours pas de trace du soudeur qui était venu pour ma voiture. Je vais apprendre quelques temps plus tard la raison pour laquelle il ne reviendra jamais. Pendant ce temps-là, mon carrossier passe la journée dans un coin de l'atelier à boire du whisky et à jouer sur son téléphone. C'est à ce moment-là que je commence à vraiment m'inquiéter. Ouais, je sais. À ce moment-là, on est déjà en mars et il m'a fallu 3 mois pour commencer à m'inquiéter. 3 mois pour comprendre qu'il y a des problèmes d'addiction, qu'il veut plus travailler. À ce moment-là, je commence à avoir beaucoup de mal à dormir et je passe mes insomnies à réfléchir à comment me sortir de cette situation. Comment le manager correctement pour qu'il ait enfin l'envie de travailler. Où sont mes erreurs? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi il se passe plus rien? Alors je me dis que je vais essayer de passer du temps avec lui pour essayer de resserrer nos liens, pour qu'il comprenne mieux ma situation et qu'il décide enfin de m'aider. Alors on se fait un repas ensemble, apéro, etc. C'était super. Il se remet au travail pendant quelques jours, il ressoude quelques petits trucs sur la voiture, je me dis super, enfin il est reparti au boulot, je suis trop bien. Et puis stop. Plus rien. J'ai beau retourner au garage tous les jours pour le booster, ma voiture n'avance quasiment pas. À ce moment-là, je désespère, je me rends compte que je suis pas du tout bon en management et que je parle pas du tout le langage qu'il peut comprendre. J'arrive pas à comprendre ce qui le motive, à comprendre quelle est la bonne carotte à lui donner pour le faire travailler. J'essaie plusieurs choses, j'essaie de lui parler de mes futurs projets, que s'il travaille bien, on peut s'associer pour dans le futur faire beaucoup de voitures plus longtemps en partenariat avec lui pour qu'il gagne mieux sa vie, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à me parler de sa vie. Il me dit que les 3 derniers mois ont été les pires de sa vie. Il s'est endetté à la mort pour payer les frais médicaux de sa fille. Qu'il est tombé dans l'alcool, qu'il en a marre de travailler et que tout ce qu'il a construit jusqu'ici n'a plus aucun sens pour lui. Il pense seulement à tout revendre et à arrêter. À ce moment-là, je m'effondre. Je me sens juste comme pris au piège. J'ai la sensation d'être bloqué, d'avoir plus aucune solution. C'est tout droit vers la faillite. C'est terminé pour moi. La caisse à ce moment-là est complètement nue, il n'y a plus de train roulant, il n'y a plus l'intérieur, il n'y a plus les ouvrants, il reste uniquement le moteur. C'est-à-dire que je peux même pas sortir la voiture de l'atelier pour aller trouver un autre artisan. Impossible, la voiture elle est bloquée, je suis totalement bloqué, c'est fini. Cette fois-ci je suis vraiment au fond du gouffre. Il me reste plus qu'à retourner chez mes parents et trouver un boulot pour rembourser mon pote. Enfin, c'est ce que je croyais. Après une nuit de réflexion, je me convainc de continuer. Je me dis qu'il faut pas lâcher. C'est comme ça que je vais arriver à mes fins. Je n'ai pas le choix, je dois continuer jusqu'à ne plus avoir un seul euro. Je dois donner tout ce que j'ai, jusqu'au dernier euro, jusqu'à la dernière minute de mon temps. Je dois tout faire pour que ce projet aboutisse. Je n'ai pas le droit à l'échec. Donc je prends contact avec des nouveaux carrossiers pour qu'ils viennent travailler directement chez mon carrossier. Je reprends espoir, je me dis je pousse tout, ça y est. Mais avant ça, je me dis quand même, je vais vérifier l'état de mon moteur parce qu'il a tendance à consommer un petit peu d'huile. Alors je branche le compressiomètre sur le cylindre numéro 1 et là, super nouvelle, 10 bars. Cylindre 2, je branche, 9 bars. Je me dis ok, c'est pas 10, mais 1 bar de différence, ça va. Cylindre numéro 3, 4 bars. Cylindre numéro 4, 5 bars. Cylindre numéro 5, 3 bars. Cylindre numéro 6, 10 bars. Mon moteur est
totalement mort. C'est-à-dire que sur cette voiture, il me reste absolument rien. C'est-à-dire que la veille, j'étais convaincu que j'étais au fond du gouffre, et là, j'en rajoute encore. C'est comme si c'était un cauchemar, c'est comme si à chaque fois que je pensais toucher le fond, et ben il restait encore de la descente. Il restait encore pire à venir, et encore pire, comme un cercle infernal où je vais jamais m'en sortir. À ce moment-là, j'ai beaucoup de mal à dormir la nuit, j'ai tout le temps la boule au ventre, et je ne trouve plus aucune solution pour m'en sortir. Mais aussi fou que ça puisse paraître, le pire est encore à venir. Ouais, je vous le promets, restez bien avec moi parce que c'est vraiment que le début. Je vous laisse quelques secondes pour faire vos pronostics en commentaire. Alors je pars confiant, j'ouvre le moteur. Je me dis que pour la compression, c'est peut-être la segmentation ou juste les soupapes qui sont plus étanches. Et que pour l'huile, peut-être également la segmentation ou les joints de queue de soupape. Des travaux petits que j'ai déjà réalisés et je suis quand même plutôt confiant. Alors je démonte la culasse, je sors l'arbre à cam. Il y a juste un cratère sur chaque palier de l'arbre à cam. C'est-à-dire que le mec, au lieu de mettre de l'huile dans le moteur, je suis sûr qu'il a mis des cailloux. C'est pas possible autrement. Donc maintenant c'est sûr, le voyant d'huile au tableau de bord, c'est pas comme le vendeur le disait, seulement un problème de capteur, mais c'est bel et bien qu'il n'y a plus de pression d'huile dans le moteur. Je refais le bilan, siège mort, jante morte, train roulant mort, carrosserie grêlée, pare-brise mort, sellerie morte, moteur mort. C'est-à-dire que sur la voiture, en fait, si je fais le bilan, il n'y a absolument rien de bon. Et quand on se dit que là, il n'y a absolument rien de bon, on se dit mais qu'est-ce qui peut se passer de pire après? Mais que peut-il arriver de pire? Vous allez être très très surpris. Je peux vous promettre que vous n'êtes pas du tout prêts à ce qui va se passer juste après. Parce qu'aussi compliqué que ça puisse paraître, je ne suis pas du tout au bout de mes peines avec cette voiture. À ce moment-là, même ma motivation est morte. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis que je suis beaucoup trop engagé dans le projet, je peux plus m'arrêter, je dois aller au bout. J'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, let's go. Je dois vraiment aller au bout de tout ça. Alors je repars instantanément à la recherche d'un nouveau moteur. Et après 4 jours de recherche, je finis par prendre la route pour Kiev en train, car à Kiev, je pense avoir trouvé ma solution. Alors je prends le train avec mon carrossier et une copine. Au final, dans le train avec mon carrossier, on s'amuse bien, on boit un coup et on resserre vraiment nos liens. Après une nuit de voyage, on arrive à Kiev le matin. Et je la vois enfin. Oui, j'ai décidé d'utiliser mes derniers euros pour acheter une voiture de nœud, ce qui me permettra de remplacer le moteur et toutes les petites pièces dont j'ai besoin. À ce moment-là, j'utilise mes derniers 1200 € pour acheter cette voiture et je prends rapidement la route du retour car j'ai 7 heures de route et je dois absolument arriver avant minuit chez moi à cause du couvre-feu causé par la guerre. Avant d'acheter la voiture, c'est vrai que j'ai un petit peu hésité parce qu'en fait, c'est ma dernière chance. Si là, le moteur de la voiture est mort, c'est terminé. Mais à la fois, j'ai fait toute cette route, j'ai plus le choix, c'est ma seule option. Alors même sans réfléchir, j'achète la voiture. Je monte dans la voiture, je fais une petite visite de Kiev. Très 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 jolie ville d'ailleurs. Voici quelques photos. Je vais faire le plein pour préparer les 7 heures de route qui m'attendent. À ce moment-là, je me rends compte que la jauge à essence ne fonctionne pas. Et quand je fais le plein, je me rends compte qu'en fait, la voiture, le réservoir de la voiture, fuit par terre. C'est-à-dire que j'ai aucun moyen de connaître mon niveau d'essence. Car à la fois ça fuit et à la fois j'ai pas l'indication. Mais j'ai pas le choix, je dois y aller, je dois rentrer, j'ai 7 heures de route et je dois absolument rentrer avant ce couvre-feu. Alors je prends directement la route et je m'arrête toutes les 2 heures pour remettre de l'essence
pour être sûr de ne pas tomber en panne. Bon les enfants, là je viens d'acheter une 325i, la numéro 2, une véritable merguez. On est sur un montage glissant là au niveau de la direction sur les pièces mécaniques, hein. On n'est pas sur un montage serré, hein. La boîte de vitesse, il y a un peu de jeu. Le tableau de bord, il n'y a absolument aucune aiguille qui fonctionne. Donc nickel, la vie est belle. Le frein à main marche pas. Les vitres électriques, elles sont manuelles. Je m'entends même pas à l'intérieur tellement il y a du bruit. Ce qui est bien avec ces voitures là, c'est quand là je roule, là, je sais pas combien je suis juste à 50, 70. Je peux enlever la clé comme ça. Et puis il se passe rien. Il se passe rien, c'est pas comme si tu sais ça bloquait les mannes parce que je suis toujours sur le cran maximal donc tout roule. Là on est sur l'autoroute déjà premièrement. Il y a des trous partout déjà premièrement. Deuxièmement, il y a la forêt à côté, tu te fais un vol plané, tu te le mets méchant. Et troisièmement, bon là il faut que je le trouve. Là il y a des passages piétons déjà sur l'autoroute, premièrement, je sais pas si vous avez vu. Voilà là de retournement, donc là tu te mets dans la file du milieu, t'attends et qu'il n'y a personne et tu te retournes en gros. Tu vas dans la file opposée en gros. Enfin je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est clair. Voici le visage d'un homme ravi, je viens de faire 300 km et la voiture elle a pas consommé une goutte d'huile. Donc là ça part très bien pour ce moteur. Il y a des petits ratés mais apparemment les bougies sont vraiment très vieilles, donc je fais les bougies etc, un peu entretien et la voiture incroyable quoi. Je suis très content pour le moteur, sinon c'est très bon ça. La police. J'étais à 100 km/h et en fait j'ai pas vu, en fait mes compteurs ils marchent pas et en fait la route est limitée à 50. Et à la police avec une voiture et d'un coup ils sortent le pistolet pour prendre ma vitesse, enfin le pistolet à vitesse. Et ils voient que je suis à 100. Et regarde ses collègues, ils leur disent, ses collègues ils sont en train de faire autre chose, ils font... Et du coup bah je me suis pas fait arrêter. La flemme. C'est tout. Fin de l'histoire frère. C'est tout, stop. Bisous. Bisous. Comme vous pouvez le deviner par l'absence de clip qui montre le contraire, bah, on est super bien arrivé avec la voiture. On est déjà le lendemain et là je vais chez mon carrossier du coup prendre les compressions, voir si j'achète ce moteur pour rien, enfin la voiture complète pour le moteur pour rien, ou si on a vraiment fait une affaire. Mais elle marche beaucoup mieux déjà, elle marche. Dans les tours, ça marche. L'autre elle marchait pas bien dans les tours, il se passait rien quoi. Je pensais qu'elle avait la puissance mais je disais putain elle est pas très puissante. Mais je pensais que c'était peut-être d'origine comme ça et en fait les 170 chevaux je pense qu'ils sont là. Donc on va tester les compressions là. Je suis quand même content parce que la nouvelle voiture, elle a 12 barres de compression à chaque cylindre, ça c'est une très bonne nouvelle. Pas une goutte d'huile consommée, là, et je suis arrivé, j'étais trop content quoi, c'est génial. Yes. Woo. Enfin une bonne nouvelle là-dedans, ça fait deux bonnes nouvelles à la suite, j'ai l'impression que ça avance, sachant que j'ai des commandes qui arrivent là, et que je fais tout ça pour lancer mon petit business de restauration, donc bah, c'est que des bonnes nouvelles. Alors d'un coup ça nous remotive le carrossier et moi, mais au lieu d'avancer sur ma voiture numéro 1, et bah il passe ses journées à bidouiller, à trifouiller ma voiture numéro 2. Il répare la tringlerie de boîte, il change mes fils de bougies. En fait je sais même pas ce qu'il fait, en fait je comprends même pas pourquoi il est en train de jouer avec ma voiture. On a un plan, c'est de finir ma première voiture, sinon c'est la fin pour moi. Et lui, il joue avec ma voiture que je viens d'acheter. Mais à ce moment-là, je me dis que c'est peut-être qu'il y a quelque chose au sujet de ma première voiture qui le chagrine et qui l'empêche de bosser. Je me dis qu'il y a un truc qui se passe et c'est pas possible qu'il n'arrive pas à se poser sur la première alors que la deuxième il vient, il passe sa journée dessus. Mais comme vous allez voir juste après, j'ai compris bien trop tard quelque chose qui va me coûter très cher. L'événement qui suit, j'ai hésité à vous le raconter parce que j'ai un peu honte. Je me suis vraiment fait prendre pour un idiot et j'en suis pas fier. Puis quelques jours plus tard, mon carrossier m'appelle et me dit que il a passé ses 3 dernières semaines sur ma voiture, ce qui est vrai, il m'a aidé à démonter le train roulant, etc. Et qu'il a besoin de 400 $ pour payer le loyer de son atelier. Le carrossier, là, il a besoin d'argent, il a peu d'autres boulots que moi, il est à fond sur mon truc. Aujourd'hui, il a l'air d'avoir repris. Ce que je lui propose, c'est de le payer en jour par jour. Donc il reste 20 jours de boulot, 50 balles par jour pour lui payer les 1000 € restants. C'est ce qu'on se propose là, et ça a l'air de bien bosser. Ce soir à 18 h, je vais le voir justement pour lui déposer les 50 premiers $. Les choses avancent, putain, enfin. Je vous filme tout ça. Il rentre dans ma tête et il arrive à me convaincre de lui payer 400 $ maintenant. Et comme vous allez voir juste après, c'était vraiment une erreur. Ça fait depuis le 15 janvier que ma voiture est chez le carrossier, on est le 11 avril. Actuellement elle est juste toute démontée partout, un petit peu quelques rouilles soudées.
Il n'y a même plus les portes, il n'y a plus les roues, il n'y a plus les trains roulants, il n'y a plus le capot, il n'y a plus le coffre, il n'y a plus le moteur. Il reste encore des bouts de longeron à souder. Et il reste en gros 2 semaines pour la terminer parce que j'ai tellement la pression avec le gars qui me l'a acheté, qui m'a déjà payé, qu'il me reste en gros 2 semaines pour la faire. Et mon carrossier, en fait, il travaille pas... Il est super distrait, en fait. Donc je l'ai payé $400 en avance il y a quelques jours. Il dit ouais, t'inquiète, juste après j'arrache tout. Ça fait 3 jours et il a rien arraché du tout en fait, ça a quasiment pas avancé. C'est ma faute, hein. S'il travaille pas assez, c'est que je manage pas bien. J'ai fait l'erreur de payer avant et... Enfin j'ai pas tout payé avant, il reste une grosse partie à payer, hein. Enfin une grosse partie. Il reste un tiers à payer, un tiers et demi. À côté de ça, il est super, on s'entend bien et tout, on se marre bien, on a fait plein de trucs ensemble, mais la voiture elle avance pas. Donc voilà, c'est pas facile en ce moment. J'ai pas encore de porte de sortie pour ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas s'il faut que je prenne un autre carrossier, qu'en dernière minute je change de carrossier, que tout est déjà démonté. Est-ce que j'ai une autre voiture? J'ai déjà acheté une deuxième voiture, est-ce que la deuxième finalement je la fais chez un autre mec en rapide? Est-ce que je sais pas. J'ai pas de solution, j'ai pas de réponse et puis... Mais faut que je trouve vite, il me reste entre 2 et 3 semaines pour terminer la voiture. Je dors pas très bien. En ce moment. Un peu compliqué. Mais c'est la vraie vie, c'est bien. Bon, je suis en train de recontacter le gars qui était venu faire la soudure sur la voiture. Un super gars, sauf que il s'est pris une limaille de meulage avec la disqueuse dans l'œil et du coup il est parti et il est pas revenu. Donc je suis en train de voir avec lui s'il sait faire la peinture. S'il sait faire la peinture, etc., je vais le faire venir directement chez mon carrossier actuel, finir la voiture chez mon carrossier actuel mais sans faire bosser le carrossier actuel. Le payer lui, j'aurais perdu de l'argent, mais au moins j'aurais fini vite ma voiture. Ou alors trouver un autre carrossier alternatif à un mec mais qui peut venir chez le mec actuel. Je peux pas tout déplacer, la voiture elle est en pièces, elle est en miettes, faut que absolument qu'il y ait un mec qui vienne, qui fasse le taf. Première bonne nouvelle depuis longtemps, le mec qui est venu du coup faire les soudures chez moi, son frère il est peintre voiture, il a une cabine de peinture et tout, il m'a dit viens, je suis à 15 minutes de là où t'es frère, on se voit aujourd'hui, on en parle, on trouve une solution pour finir ça quoi. J'ai le sourire. Je rentre de mon rendez-vous avec le soudeur, son frère est bel et bien un peintre, mais à eux deux ils me disent 3000 € de budget et 2 mois de travail. J'ai pas 3000 €, j'ai pas 2 mois, donc je lui ai proposé de simplement venir souder ce qui est resté à souder pour que mon peintre à moi n'ait plus qu'à peindre pour un peu le délester un peu de la partie de la tâche pour que ça aille beaucoup plus vite. Je retourne maintenant voir mon carrossier pour lui en parler. Il ne veut pas que d'autres personnes viennent terminer cette voiture. Par contre, il me dit que lui et moi, on s'y remet à fond. C'est à ce moment que le sprint de la dernière chance commence. Je vais tous les jours au garage. Tous les jours, je mets des efforts. Je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour qu'on finisse vraiment dans les 2 semaines. Je fais tout. Je vais à fond. Et en lui donnant ces $400, il m'avait promis qu'il allait bosser uniquement sur ma voiture pour qu'on la finisse vite, que je lui paye ce que je lui dois et qu'on n'en parle plus. Mais après 1 semaine encore, comme il bosse toujours pas sur ma voiture, on a une grosse explication. À ce moment-là, je comprends qu'en fait, si depuis un long moment, il ne bosse plus sur ma voiture, c'est que je lui ai laissé trop de liberté. Je lui ai laissé démonter tous les trains roulants, je lui ai tout laissé faire, on a tout fait dans son garage, et maintenant il voit le remontage comme une montagne de travail qu'il pourra jamais franchir. Et comme le pas est trop gros, il ne travaille pas du tout. Ça lui paraît juste insurmontable. Et moi, je suis bloqué. Maintenant, ça y est, c'est fait, je finis à la rue. Y a pas d'autre option. En plus de ça, je dois aller au village pour une fête religieuse. Et donc je pourrais pas être en ville, là où est le garage, pour revenir tous les jours avec lui. Alors je commence à faire tous les préparatifs pour ma faillite. Je commence à réfléchir à quand est-ce que je vais pouvoir rentrer à la maison, avec quel argent je vais pouvoir prendre un ticket d'avion, qu'est-ce que je fais de l'épave de voiture qui me reste, et quel travail je vais trouver pour pouvoir rembourser à mon pote ce que je lui dois. 2 jours plus tard, je suis au village. Mon carrossier m'appelle. Il m'envoie une vidéo. Il me montre que le numéro VIN de la voiture que j'ai a été modifié. Il a été découpé, ressoudé. Et c'est plus le VIN d'origine. C'est-à-dire que la voiture, je peux plus la vendre. C'est-à-dire que en plus d'avoir toute la voiture morte, même si je passais tout l'argent du monde pour la restaurer,
Je peux même pas la vendre parce que le VIN a été changé. Alors ça y est, l'heure d'appeler mon pote est venue. Il est l'heure que je lui annonce que je pourrais pas livrer la voiture parce que le numéro VIN a été changé et qu'on doit tout annuler. J'ai la boule au ventre pendant 3 jours, je repousse au lendemain tout le temps cet appel, j'ose pas le passer. C'est difficile pour moi. Je finis par l'appeler, je lui annonce tout. Il me dit que si j'étais honnête avec lui au sujet du VIN, c'est qu'il peut me faire confiance. Et il me dit, tu sais quoi, t'as qu'à prendre la deuxième voiture que t'as achetée pour donneuse, la restaurer, et c'est celle-ci que j'achèterai. Je te donne 50% restant de la somme de la voiture maintenant, je te laisse quelques mois pour la terminer, je te fais confiance. Et là, dans ma tête, c'est le feu d'artifice. Je me dis, c'est incroyable. Yes! Wouh! Je me dis, mais yes! J'ai plus qu'à retrouver un bon carrossier, un bon mec pour mes jantes, un bon artisan pour chaque problème de la voiture que j'ai sur la deuxième. Maintenant, j'ai appris toutes les erreurs que j'ai faites avec la première, je n'en referai aucune. J'ai pris tellement d'expérience sur la première à tout me prendre tout et bien dans la tête que c'est parti pour la deuxième voiture. Un nouveau budget, une nouvelle deadline, une nouvelle voiture. Il me reste plus qu'à trouver mes artisans et à éviter toutes les erreurs que j'ai faites avant. Parce que là, je suis carrément mieux préparé parce que j'ai toutes les erreurs d'avant en expérience. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Alors abonne-toi pour ne pas louper l'aventure de la deuxième voiture. Parce que je peux déjà te dire qu'il va se passer des immenses dingueries dans la prochaine vidéo. Spoiler alerte, au moment où je tourne, la restauration de l'autre a déjà commencé et il se passe des choses très folles. Abonnez-vous, likez, commentez, plaisir en commentaire si vous êtes jusqu'ici dans la vidéo. Je fais très gros bisous. Et moi, c'est enfin soulagé que je commence à me détendre un tout petit peu. Ça fait que quelques jours là que les choses vont mieux. Bisous. Yes! Wouh! Je me dis, mais yes! Et si toi aussi tu veux ta voiture livrée chez toi 100% restaurée, envoie-moi maintenant un DM sur Insta, je fais des voitures sur commande.